Dans le monde des smartphones, nous avons tous fini par accepter une tendance frustrante. Les entreprises qui brident ou affaiblissent intentionnellement leur modèle de base pour nous forcer à acheter la version la plus chère. Pourtant, opter pour un modèle moins spécifié ne devrait pas signifier faire un mauvais choix. Et honnêtement, il semble qu'Oppo ne joue pas ce jeu, car ils n'ont pas du tout bridé le Find X9 Pro. Sur le papier, le X9 Pro est un véritable monstre. Il possède même une batterie plus grande que l'Ultra et embarque exactement le même impressionnant téléobjectif 3x de 200 mégapixels. L'Ultra a clairement sa place pour ceux qui recherchent l'excellence absolue en photographie et en vidéo professionnelle. Mais choisir le modèle Pro, moins cher, signifie-t-il se contenter d'un appareil ou d'un appareil photo inférieur? Après avoir poussé ces deux appareils à leur limite aujourd'hui, les résultats ont été vraiment surprenants et, dans certains cas, pas aussi évidents que le prix ne le suggère. Pour commencer, je tiens à vous montrer que la batterie des deux appareils est à 100%. L'écran ne permet pas de bien voir, nous devrons faire une capture d'écran. Mais oui, il est 9h15 et ils sont tous les deux chargés à 100%. C'est parti! Ma critique du X9 Ultra a fait grand bruit, et tout le monde a convenu qu'il s'agissait d'un smartphone fantastique, capable de rivaliser avec les meilleurs de cette année. Mais une question récurrente, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, est la suivante. Si je ne suis pas un fervent adepte de la meilleure photographie qui soit, le X9 Pro est-il une bonne option pour moi et à quel point le X9 Ultra est-il meilleur en comparaison? J'ai donc décidé aujourd'hui de quitter le studio pour venir au magnifique château de Coombe. Bien sûr, cette vidéo sera axée sur les appareils photo, mais je couvrirai également l'autonomie de la batterie. Ce sera une journée entière de prise de vue dans ce lieu magnifique. C'est une belle journée. Allons-y. Je prends beaucoup de photos en mode maître, car je pense que c'est le mode à utiliser si l'on se soucie vraiment de la photographie. Au fait, le château de Coombe est très célèbre et riche en histoire. Mais pour tous les fans de sport automobile comme moi, il y a un circuit fantastique juste à côté. On peut d'ailleurs entendre quelques personnes se déchaîner avec leur voiture juste ici. Ce contraste étrange, un village pittoresque, calme et fiable, juste à côté d'une piste construite pour la performance extrême, est en fait la métaphore parfaite pour ces deux téléphones. Le X9 Pro est notre village, élégant, fiable et gérant parfaitement ce dont la plupart des gens ont besoin. Mais l'Ultra, c'est le circuit, intransigeant et entièrement conçu pour les passionnés qui, comme les pilotes de course, veulent pousser les limites absolues de leur voiture, ou dans ce cas, de la photographie. Je ne perdrai pas votre temps à parler du design. Je pense que vous en avez déjà assez vu, alors passons aux choses sérieuses. En ce qui concerne les objectifs principaux, les deux téléphones vous offriront cette magnifique science des couleurs Hasselblad, que j'adore. J'aime quand les téléphones commencent à donner un peu plus de caractère et l'option de ressembler moins à une photo de smartphone, et ces deux-là le font très bien. L'Ultra est équipé de cet énorme capteur de type 2,54 cm de 200 mégapixels, qui n'est pas physiquement de 2,54 cm, il y a beaucoup de calculs complexes derrière, mais c'est un grand capteur par rapport aux autres du secteur. Le Pro utilise quant à lui un capteur très performant de 50 mégapixels et possède également ce téléobjectif de 200 mégapixels avec un zoom optique 3x, dont nous parlerons plus tard. En plein jour, honnêtement, ils sont au coude à coude. L'ouverture f1.5 sur les deux fait un excellent travail. Le détail sur les sculptures en pierre que vous pouvez voir ici est vraiment superbe sur les deux. Sur de nombreuses photos, je dois zoomer considérablement dans les détails, par exemple dans Lightroom, juste pour voir où l'Ultra pourrait potentiellement offrir plus de qualité. Et je peine dans certains cas, comme cette photo d'église. Il est pratiquement impossible de décider lequel est le meilleur. Je préfère personnellement la couleur du ciel sur l'Ultra sur cette photo, mais aussi, sur ce cliché, je préfère la manière dont le Pro a géré le niveau de détail sur les pierres et sur l'église elle-même. Mais en passant au mode portrait Hasselblad, c'est là que j'ai remarqué un léger avantage pour l'Ultra. Les tons moyens, surtout les tons de peau, et la séparation de l'arrière-plan. En fait, la séparation de l'arrière-plan est très similaire. Je les ai tous deux réglés sur f2.8, car je pense que c'est un bon compromis, ni trop flou, ni trop artificiel. Du point de vue des couleurs, je pense que l'Ultra fait un meilleur travail ici. Il semble un tout petit peu plus naturel. La photo du Pro est également excellente, mais quand on les regarde côte à côte, j'ai l'impression que le Pro a un peu plus de saturation, ce qui le rend légèrement moins naturel que l'Ultra, mais c'est très proche. Au fait, je sais que vous regardez peut-être ceci sur un mobile et que la compression YouTube ne nous aidera pas à voir les détails. Je partagerai donc un lien ci-dessous pour que vous puissiez télécharger les photos originales et les examiner sur un écran plus grand. Faisons un rapide contrôle de la batterie maintenant, à 14 h. Nous avons filmé en 4K, nous avons pris beaucoup de photos en mode maître, en RAW et RAW Max. Le X9 Ultra est à 59% et le Pro a 20 points de pourcentage d'avance,
à 71%. C'est une différence considérable. Revenons aux appareils photo principaux dans un instant, mais parlons maintenant du sujet qui fâche, ou plutôt qui zoome, le téléobjectif. Les deux téléphones sont équipés d'un téléobjectif 3x de 200 mégapixels. À 3x, ils sont très similaires. Une infime différence peut-être au niveau des couleurs encore une fois, mais rien de fou. Je préfère l'aspect plus doux de l'Ultra avec cet objectif, mais certains préféreront peut-être l'aspect du Pro. À 10x, bien sûr, c'est là que l'Ultra brille vraiment. L'objectif optique de l'Ultra est nettement plus net lorsque l'on zoome dans la scène. Le Pro fait un travail impressionnant ici aussi, grâce à son capteur massif. Mais on ne peut tout simplement pas battre la physique d'un objectif optique 10x dédié. L'Ultra possède un véritable téléobjectif périscopique optique 10x de 50 mégapixels, ce que le Pro n'a pas. Le Pro utilise un recadrage numérique du capteur, qui, ne l'oublions pas, offre également un rendu incroyable. Si vous avez vu ma comparaison entre le X9 Pro et l'iPhone 17 Pro Max que j'ai réalisé il y a quelques mois, vous constaterez que cet appareil photo n'est pas une blague. Mais la réalité est qu'il faudra quelque chose de très spécial cette année, je pense en tout cas, pour battre cet objectif 10x du X9 Ultra. Vérifions encore une fois l'état de la batterie. Sans surprise, le X9 Pro s'en sort bien mieux. Rappelez-vous, le Pro est équipé d'une batterie de 7500 mAh, surpassant celle de l'Ultra dont la capacité est inférieure. La puce Dimensity 9500 du Pro fonctionne également de manière plus efficiente et chauffe moins que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de l'Ultra, surtout après une utilisation intensive de l'appareil photo. Pas de beaucoup, mais c'est perceptible lors de l'enregistrement de nombreuses vidéos 4K à 60 images par seconde ou de photos RAW Max comme je l'ai fait dans cette vidéo. Si l'autonomie est votre principale préoccupation, et je parle ici de cas extrêmes comme une journée entière de prise de vue, alors le Pro prend clairement l'avantage. Mais j'ai aussi remarqué quelque chose presque par accident, et cela mérite d'être mentionné. Si vous laissez ces téléphones sur une table en plein soleil pendant plus de 10 à 15 minutes, l'Ultra, en particulier la version couleur Tundra, devient très chaud, et la première chose que vous remarquerez est que la luminosité de l'écran diminue. Ma première réaction a été « Il y a un problème avec l'écran. Oh mon Dieu, je mets la luminosité maximale et ce n'est pas aussi lumineux que d'habitude. » Le Pro, lui, se portait bien. Donc, pas de panique, c'est une conception intentionnelle. Assurez-vous simplement de mettre votre téléphone dans votre poche ou à l'ombre si vous êtes en plein soleil. Le X9 Pro fera exactement la même chose. Cela prendra juste un peu plus de temps. Mais cette version blanche, surtout posée face vers le bas, reflète un peu la lumière. Il a pu supporter le soleil un peu plus longtemps avant de baisser la luminosité de l'écran, mais il l'a également fait. Pour l'après-midi, j'ai décidé de tester la qualité vidéo et la stabilisation. Pour cette section, j'ai même apporté quelques appareils supplémentaires, l'iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S26 Ultra, juste pour vous donner une idée de la position de ces deux appareils par rapport aux autres fleurons du secteur. En matière de vidéo, bien sûr, les deux offrent la 4K à 60 images par seconde. Le X9 Ultra propose la 4K à 120 images par seconde sur son capteur de 200 mégapixels, ce qui offrira toujours un peu plus de détails, mais l'avantage réside vraiment dans ce mode. L'enregistrement en Holog 2 avec la possibilité d'ajouter vos propres luttes, non seulement en post-production, mais aussi directement sur le téléphone. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cette fonctionnalité pour les créateurs, car même Samsung ne permet pas d'intégrer des luttes directement, mais vous ne pouvez pas ajouter les vôtres. C'est là l'avantage. Je ne passerai pas trop de temps à parler de la stabilisation vidéo, mais je veux juste vous montrer ici ces courts extraits, d'abord sur l'Ultra, puis sur le Pro. Vous pouvez voir qu'en marchant normalement avec le téléphone à la main, les images sont plutôt bonnes. Tout est filmé avec l'objectif principal en 4K à 60 images par seconde. Mais je pense qu'en termes de stabilisation, l'Ultra a un léger avantage. Obtenir des images stables avec un tel niveau de zoom est certainement quelque chose qui mérite d'être souligné. J'ai déjà mentionné qu'ils annoncent une certification C6. 5. Ce que je trouve vraiment génial, car certains fabricants se contentent d'appeler cela un mode actif ou un jargon marketing quelconque, alors qu'eux utilisent des normes industrielles pour mesurer la stabilisation, et j'apprécie cela. L'Ultra prend l'avantage en vidéo en général pour les vrais créateurs, offrant la 4K à 120 images par seconde. Le Pro le fait aussi, mais bien sûr, ici, vous utilisez ce capteur de 200 mégapixels et ce profil de couleur Holog 2 certifié AC. Si vous étalonnez vos images, vous le remarquerez. L'Ultra vous offre, disons, une flexibilité digne d'Hollywood. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous obtenez des images de qualité professionnelle vraiment cool et vous pouvez appliquer cela directement sur l'appareil. C'est le point important qui fait de ce téléphone,
du point de vue de la commodité, un meilleur téléphone pour l'étalonnage vidéo que même l'iPhone et le Galaxy S26 Ultra. J'adore que le Galaxy S26 Ultra ait des profils de lutte que Samsung a créés, mais c'est encore mieux de pouvoir ajouter ses propres couleurs. Pour les créateurs, c'est génial. Ne me croyez pas sur parole. Regardez ces clips. Il y a eu cette sorte de conviction que l'iPhone est le meilleur téléphone pour la vidéo. Et je veux juste vous montrer, sans donner mon avis, à quoi cela ressemble réellement côte à côte. Alors, ceci est enregistré en ProRes sur l'iPhone. Bien sûr, nous devons utiliser un SSD externe. Et cela m'amène à un point important à souligner concernant le X9 Ultra. Vous ne pouvez pas, à ma connaissance, connecter un SSD externe pour enregistrer pour le moment, ce qui signifie que vous enregistrez en interne et donc que vous manquerez d'espace très rapidement. Sur l'iPhone et le S26 Ultra, vous devez connecter un SSD externe pour enregistrer dans ce format. Et nous allons maintenant regarder le S26 Ultra. Ceci est enregistré sur le Galaxy S26 Ultra en APV-Log. Encore une fois, comme le ProRes Log d'Apple, c'est une vidéo pro avancée pour les créateurs. Et je me demande si cela fait vraiment une grande différence par rapport à l'Holog 2 du X9 Ultra, qui est également un codec certifié AC. Alors oui, voyons à quoi il ressemble en post-production. Pour l'instant, je regarde l'arrière de l'appareil photo, mais vous me direz lequel vous semble le meilleur. Comme vous pouvez probablement le constater, la conversion standard en REC 709 n'a pas vraiment révélé grand-chose. Ce n'est pas vraiment son but, c'est juste de ramener des couleurs standards. Heureusement, j'ai enregistré d'autres clips sur les 3 téléphones pour vraiment pousser ces vidéos et jouer avec les couleurs, car c'est tout l'intérêt d'enregistrer en log. Et oui, j'adore le fait que nous puissions importer nos propres luttes maintenant. Samsung, Apple, Prines Note. Pour revenir à la comparaison Oppo, ceci est le X9 Ultra enregistrant à nouveau en Holog 2. Mais je voulais tester ce mode appelé X-Pan, que j'adore pour les prises de vue plus larges. Je l'ai déjà dit, il y a quelque chose que j'apprécie dans le format cinématographique. Même dans mes vidéos ici, vous remarquerez que vous n'avez pas besoin de zoomer pour remplir votre écran, car la plupart des appareils ont ce rapport d'aspect. Bien sûr, sur une télévision, ce sera différent, mais j'apprécie aussi cela pour les photos. Donc, si vous utilisez ce mode X-Pan, disponible sur les deux, cela vous oblige à regarder le monde différemment, à mon avis. Et le Pro gère ce mode aussi magnifiquement que l'Ultra. Sur l'Ultra, il y a maintenant quelques couleurs supplémentaires. Ce ne sont pas des couleurs, c'est plutôt un aspect film, que j'espère que nous verrons éventuellement sur le Pro, car c'est du logiciel après tout, et je ne vois pas pourquoi nous ne les aurions pas ici. Il n'y en a que 2 ou 3 supplémentaires, et j'ai remarqué qu'elles sont nouvelles avec l'Ultra. En fin de compte, je pense simplement qu'elles génèrent des images vraiment intéressantes dans ce mode. J'adore aussi le film noir et blanc dans ce mode. Des clichés vraiment superbes qui donnent même aux novices comme moi l'impression de savoir ce qu'ils font avec leur appareil photo. Maintenant, quelque chose que j'oublie généralement d'inclure, ce sont les prises de vue en basse lumière, mais je ne l'ai pas fait pour cette vidéo. En basse lumière, sur les objectifs principaux et 3X, les 2 téléphones captent une quantité incroyable de lumière sans surexposer les hautes lumières. La photographie computationnelle dans la plupart des téléphones de nos jours est impressionnante. Mais encore une fois, lorsque vous zoomez au-delà de 5X dans l'obscurité, l'objectif périscopique dédié de l'Ultra, associé à sa stabilisation par déplacement du capteur, montre vraiment pourquoi le X9 Ultra sera le rêve de tout photographe cette année. Il sera certainement le meilleur ou l'un des meilleurs de cette année. J'ai mentionné dans ma critique de l'Ultra que la caméra selfie en basse lumière n'était absolument pas recommandée. Je viens de réessayer. Regardez. Ce n'est pas aussi instable qu'à l'origine. Donc, au moins, cela a été corrigé avec les mises à jour. Mais oui, il faut absolument un peu plus de lumière pour utiliser cette caméra. Et pour éviter tout doute, j'ai essayé avec le flash, qui n'est pas vraiment un flash. Ils font simplement un carré blanc autour de l'écran pour éclairer votre visage. C'est un peu mieux, mais oui, c'est toujours granuleux autour de moi et très sombre. Voici ce qui est intéressant. Lorsque j'enregistrais, cela ne semblait pas aussi mauvais que lors de l'édition. Le selfie du X9 Pro, après exportation, semble assez utilisable en basse lumière. Il semble au moins plus utilisable que les images de l'Ultra. Oui, c'est ça le problème. Avec la basse lumière et un capteur minuscule comme celui-ci, vous allez avoir du mal. Mais oui, j'ai l'impression que sur l'Ultra, cela s'est un peu amélioré. Dans ma critique originale, c'était très instable et il y avait cet effet de gelée. Maintenant, je ne vois pas ça sur le Pro. Je pense juste qu'il y a quelque chose à améliorer sur l'Ultra ici. J'espère que c'est quelque chose de corrigeable. Mais oui, soyez juste conscient que si vous utilisez la vidéo selfie en basse lumière, vous allez avoir du mal avec celui-ci. Le Pro termine la journée, cette journée brutale,
avec 30% de batterie restante. L'Ultra, malheureusement, non pas malheureusement, c'est juste un point intéressant, n'a pas tenu aussi longtemps. Les deux ont survécu à cette journée très chargée. Mais le Pro, dans cette vidéo, dans cette journée de nombreux films et photos, est le roi de l'endurance. Alors, où cela nous mène-t-il aujourd'hui? J'espère que vous m'entendez malgré le bruit du vent. Pour beaucoup de gens, le X9 Pro sera le meilleur smartphone qu'ils n'auront jamais possédé. Et je l'ai même qualifié de téléphone de l'année 2025. Il aura donc fort à faire cette année. Le X9 Ultra est, à mon avis, pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur en termes de photographie et de vidéo. Je suis ravi des fonctionnalités vidéo professionnelles que nous obtenons désormais sur le X9 Ultra. Mais si ces choses ne vous intéressent pas et que le zoom optique 10x n'est pas quelque chose qui vous passionne, alors le X9 Pro reste très compétitif. Ce n'est pas encore tout à fait terminé. Je viens d'acheter le Xiaomi 17 Ultra. Il devrait être avec moi dans les prochains jours. Et je fais équipe avec mon ami YouTube Darius de Darutech pour une méga comparaison, incluant tous les Ultras. Le Galaxy S26 Ultra, bien sûr, le X9 Ultra, le Xiaomi 17 Ultra, et celui que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de tester également, le Vivo X300 Ultra. Ça fait beaucoup d'Ultra, et j'espère vous y retrouver. Si vous publiez sur Instagram, personne ne remarquera vraiment la différence. Pourquoi le vent s'est-il levé maintenant? Zot.